Bonsoir à tous et bienvenue sur Cité Radio Sport 89.3 FM et sur le site www.citéradio.fr. C'est la toute dernière émission ce soir sur cette belle fréquence 89.3 FM. Mais on va bien sûr débriefer comme tous les lundis soirs dans le grand débrief les rencontres sportives tourangelles du week-end. Et donc on va présenter comme d'habitude l'équipe qui est avec nous ce soir. Basile Martin, salut Basile. Bonjour, bonsoir. Robin Lecomte également, salut Robin. Bonsoir à tous. Ewan Maleska, salut Ewan. Bonsoir. Et Yves Rapin, pardon, salut Yves. Bonsoir les amis. Et puis Bertrand Foy, salut Bertrand. Salut tout le monde. On va avoir Francis Leroux qui va nous rejoindre également d'ici quelques minutes. Et on va démarrer cette émission avec du football. Il y avait un grand match qui nous attendait ce week-end entre la Châtaigneraie, équipe de Régional 1 et le Tours FC. Tours a encore eu beaucoup de mal face à cette équipe pourtant largement inférieure et qui a joué en plus de ça 40 minutes à 11 contre 10. Le Tours FC suite à un carton rouge à la 70e minute de jeu, 60e même minute de jeu pour la Châtaigneraie. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Bon, après, on va pas non plus les accabler. C'est aussi ça le charme de la coupe. C'est ce qui fait que parfois il y a des surprises. C'est qu'un petit arrive à se transcender face à un pseudo gros, parce que le TFC on peut pas considérer que ce soit un gros. Mais disons qu'il y avait des divisions d'écart. Après, quoi dire de plus ? Je pense qu'il faut retenir simplement la qualification. Après, c'est le niveau de la Châtaigneraie, on ne savait pas trop parce que c'est toujours compliqué quand tu as une équipe qui caracole en tête de son championnat. Tu peux jamais trop savoir son niveau. Là, ils avaient tout gagné avec une différence de but très importante. Donc finalement, ils avaient peut-être un niveau National 2. Puis comme le Tours Football Club n'est pas trop en forme en ce moment. Quand même, National 2, Je pense que c'est un gap qui est quand même. Enfin, moi, j'irai pas sur ce terrain-là avec toi parce que je pense que c'est un gap qui est trop élevé. On ne connaît pas le niveau de la Châtaigneraie et je ne me permettrai pas d'avancer quoi que ce soit. Après, il y a quand même un niveau d'écart et déjà, il y a une condition physique d'écart normalement. Il y a des joueurs qui sont professionnels d'un côté, de l'autre côté, des joueurs qui sont amateurs ou semi-professionnels peut-être et encore. Oh, encore, oui. Non, mais il y en a peut-être certains qui ont il y en a peut-être certains qui ont des emplois du temps adaptés. Oui, c'est plutôt ça. Et encore. Parce qu'ils avaient quand même un ancien professionnel, au moins un ancien Ouais, professionnel. voilà, mais de l'autre côté, ils sont tous pros. Donc, Ils sont tous pros, oui. il y a quand même déjà, à mon sens, une condition physique d'écart déjà. Un niveau de préparation, une condition mentale et psychique. Donc il y a beaucoup trop de choses d'écart. Après, le Tour FC a sans doute pas mis tous les ingrédients nécessaires. De l'autre côté, la Châtaigneraie c'est sûrement transcendé à l'idée de pouvoir passer un tour de coupe. Contre un club professionnel. Voilà, donc tout ça mis bout à bout fait que ça nivelle les valeurs. Et puis il y a un terrain, sûrement pas un billard. Donc voilà. Ouais, le petit Vérono expliquait même que justement il a raté une occasion parce que le ballon a sauté au moment où il a frappé. Donc effectivement ça les a certainement pas aidés. Ouais, c'est ça. Tous les week-ends, ils jouent sur des bons terrains et les occasions, ils les ratent aussi. Donc, c'est pas faux. c'est la bonne excuse, le terrain. Ouais, bien sûr. Non, mais ça sera pas. 7 buts en championnat, il n'y avait pas des terrains, c'était pas des champs de patates. Quoi, donc, on s'est tous plantés sur le pronostic quand même en pensant qu'ils allaient largement gagner. Et on le dit à chaque fois, au final. Ben oui, ça ne sera pas le match référence qu'on attendait. Je n'ai pas pronostiqué parce qu'ils avaient ils avaient des difficultés contre Bourges, ils ont eu des difficultés contre Avoine, des clubs de National 3. Et justement, à chaque fois on se dit, là c'était la dernière, cette fois ils vont. Chaque fois ils perdent une division et à chaque fois. Non, c'est quand même une déception, faut reconnaître. Le scénario est une série. D'un côté, on peut faire comme Basile et retenir la qualification. Voilà. Mais Fais comme moi alors. Si on regarde le contenu, les joueurs ils vont penser, ils vont se dire bon, on gagne pas en championnat et en plus on joue contre une équipe de régionale et on n'est pas capable de gagner. On n'arrive même pas à les dominer. Déjà ils sont à 11 contre 10 comme l'a dit Arthur. En plus après ils mettent le but, donc ils ont juste à aller à bien défendre quoi, et même bien défendre pendant 5 minutes contre une équipe de régionale, ils le font pas. Même s'ils passent, ils vont forcément y penser. Je pense que René Lobello, il y pense et ça va les faire flipper, je pense. Mais ça va être dur, je pense. Après, à leur décharge, je pense que quand ils montent sur le terrain, ils regardent pas qui c'est qui est en face. Ils sont dans un état d'esprit où en fait leur adversaire c'est eux-mêmes en fait. Parce que dans l'état d'esprit et dans la tête, ils sont pas là tout simplement. Ils mettent pas tous les ingrédients nécessaires et ils se mettent en difficulté eux-mêmes. Quand tu regardes la majeure partie du temps, quand ils concèdent des occasions, c'est des erreurs de leur part en fait. C'est pas l'adversaire qui joue super bien. C'est simplement que eux déjouent et eux se mettent en danger. Mais on l'a vu au Rive du Cher aussi, ce scénario, bien sûr. Clairement. L'objectif c'était de se rassurer, c'est clairement raté du coup pour ce match. C'est le truc quand tu joues une petite équipe, ça peut avoir l'effet totalement inverse parce que si t'es pas maître dans le jeu,
Je pense que là, oui, ça a fait pire que mieux. Même s'ils se sont qualifiés, si ça avait été éliminé, ça aurait été pire, je pense. Ouais. Mais... Non, moi, je pense que oui, ils se sont rassurés. Ils ont passé le tour. Ils se non. sont qualifiés. De toute façon, en coupe, 0-0 tu au bout retiens du temps réglementaire. que la victoire. Hein. Ouais, mais Que le la 11 qualification. Après, Le 11 titulaire, à mon sens, avait plus à perdre qu'à gagner. Parce que c'est des matchs pièges pour des joueurs professionnels. Oui. C'est le match piège par excellence. Ah, tu peux te montrer aussi si t'as pas beaucoup de temps de jeu d'habitude. c'est Ouais, tu l'occasion peux de- te montrer, Ouais, mais le bien problème, sûr, c'est que si bien tu te rates, on te voit plus. sûr. Ah, c'est ça le problème. Si tu te rates, on te revoit plus et t'es à la cave pendant 6 mois, quoi. Ouais, mais bon, faut bien qu'ils aient leur chance et faut bien. Enfin, je veux dire. Non, mais évidemment, mais disons, non, mais c'est à eux de jouer aussi, quoi. On leur laisse leur chance, on va pas. sur le principe, je suis d'accord, mais tout l'environnement est pas propice à réaliser une bonne performance. Si tu prends le cas par exemple d'un jeune joueur, le jeune joueur il va pas être mis dans les meilleures conditions pour démarrer avec l'équipe Fagnon, etc. Donc Après là, la plupart des joueurs, ils jouent aussi en championnat. Bien quoi. sûr. Donc c'était pas leur deuxième ou troisième match de l'année, quoi. C'est Mais- l'équipe, normalement, ils sont censés être rodés, tu vois. je suis d'accord, mais on les attend tellement trop haut du fait qu'ils soient professionnels, on les attend tellement trop haut par rapport à une équipe de régionale que c'est à eux de prouver beaucoup de choses. Et le problème c'est que ils sont au pied du mur, mais ils n'arrivent pas justement à franchir ce mur et à montrer les choses qu'ils doivent montrer en tant que professionnels. Disons qu'en coupe, ils montrent la même chose qu'en championnat. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas eu de Ni surprise plus ni dans moins. le mauvais ou dans le bon sens. Ils ont sont fait constants comme dans la médiocrité. Constant dans la médiocrité. mais Ah. c'est embêtant. Comme tu dis, Basile, c'est clairement eux qui avaient la pression. En face, la Châtaigneraie, ils avaient rien à perdre. Ils sont en régional. Même aller au tir au but, c'était déjà entre guillemets un exploit. Et du coup, au tir au but, c'est quasiment du 50-50. S'ils étaient passés, il n'y aurait pas eu C'est la loterie, c'est clair, c'est la loterie. on va rester sur un bon match de championnat quand même, malgré tout, les gars. Il faut pas être trop négatif. C'est vrai que hein. le dernier était plutôt pas mal. Le meilleur qu'on ait vu à la vallée du Cher, c'est exact. Mais ça reste pas quand même d'un niveau extraordinaire. Bah, c'est le meilleur, mais comme on disait la dernière fois, et on me trouvait pas sympa, mais le meilleur sur l'échelle de la médiocrité. C'est le moins c'est-à-dire- pire. Ouais, c'est ça en fait. C'est le moins pire. On se contente du meilleur, mais c'est le moins pire qu'on ait vu. Mais si dans leur meilleur match, ils mettent un but en plus, c'est vraiment inquiétant. Bah oui, mais c'était pourtant le meilleur. Oui, je suis d'accord. Ils avaient quand même pas mal vendangé. Oui. Ah ouais, oui, bah c'est la saison en rappel. même temps. Hein. C'est le Touraine primaire, Ah, donc oui. fait de la pub en même temps. Mais avec modération. Oui, avec modération, évidemment. Le prochain match, ce sera vendredi à Bourg-Péronas, une équipe que le Tour SC connaît plutôt pas mal, les deux équipes étaient l'année dernière en Ligue 2. Est-ce que ça peut enfoncer encore plus le Tour FC, ça juste avant la trêve hivernale? Mais ils ont le même profil, Bourg-Péronat. Ils sont Ouais, juste mais derrière, ils je sont crois. mal moins aussi, pire quand même. Ah, je crois pas, justement. Ils sont juste Ils en dessous. sont- Ils ah sont oui, juste en oui, dessous, oui, il me oui, semble. oui, pour Ouais. moi. Ils sont. Donc, il y a encore Décidément. une petite pression Non, parce bah, que s'ils le perdent, C'est un match à 6 points, hein, de toute façon. Là, parce que Voilà, là, le fameux match ah à bah 6 ouais. points. l'Auto Football Club joue clairement le maintien. Et donc, Bourg, et pour l'instant, fait partie des Ah, là, équipes bon, qui risquent de descendre. Donc, non, un match à enjeu Après, très stressant. ça m'étonnerait qu'à la fin de la saison, il y ait Tours ou Bourg-Péronat qui descendent, mais c'est vrai qu'avant la trêve, vaut mieux se rassurer. Hein. Non, bah par contre, c'est intéressant ce que tu dis, Ewan, c'est que il y a quand même quelque chose qu'on peut pas ignorer, c'est que les clubs pro qui descendent ont quand même du mal à digérer cette descente. Parce qu'on le voit, ils sont quasiment tous à la cave ou proches de la zone rouge. Et Quevilly, Bourg et Tours. hein. dans le jeu, ouais. Quevilly, c'est moins mauvais, ouais, mais c'est vrai qu'ils ont du mal. Hein. Bah, Dans ça, le jeu, ouais, ils- c'était Quevilly. dans le jeu, Quevilly, ils ça ont- remonte bien, Quevilly. Hein. Attention. Quevilly est quand même 7ème. Oui, ils vont peut-être jouer la Ouais, montée, mais dans le jeu, c'est Quevilly. quand même pas flambant. Hein. Non. Quevilly, C'est pour ça qu'à chaque fois, les clubs qui descendent, ils disent toujours l'objectif, c'est la remontée. Enfin, ils le disent pas, mais Ouais. c'est ça. Alors que c'est très compliqué de remonter C'est plus directement parce que compliqué qu'il n'est pas. les joueurs, déjà, que ce soit de Ligue 1, Ligue 2 ou encore pire, je pense, de Ligue 2 en national, ils doivent c'est un tout autre championnat. Ah, c'est c'est pas du pire. tout la même Non, chose. on a Ils l'exemple ont de du mal. Laval. Hein. Laval qui l'an Ouais. passé Et n'a puis, pas réussi à remonter. l'exigence, elle est différente. C'est-à-dire qu'en Ligue 2, c'est très axé sur le côté physique et sur le côté, on va dire, duel. Alors que là, c'est plus cohésion d'équipe, bien défendre en équipe, bien attaquer ensemble et défendre ensemble. Et c'est vrai que la Ligue 2 montre peut-être parfois plus d'individualité. Et la Ligue 1, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que l'ajustement, on a l'impression qu'il est difficile à trouver en fait entre la Ligue 2 et le national. puis, Et l'année dernière- c'est ce qui fait l'année que ça crée des dernière, écarts. Quand tu as une équipe comme Tours qui est dernier pendant une grande partie de la saison et que ton but c'est juste de pas descendre, que tu te mets en mode commando et tout, après quand tu descends et que tu dois faire le Ouais. jeu pour aller marquer des buts, C'est compliqué. bah t'as plus du tout la même position quoi. Jouer les premières et les dernières places dans deux divisions c'est très différent donc. Alors, il y Déjà, a- la montée, je pense que Tours ils vont arrêter de voilà, c'est Non, ça. non, ils on vont est essayer plus sur la de montée, se sur le maintenir maintien. et puis Il y a Mathieu justement qui nous dit à ce rythme-là, Tours risque de descendre. Est-ce qu'ils qu'on descendront peut pas, déjà je pense pas. l'envisager ou y penser un petit peu, avoir le doute, la pression? je pense que les joueurs l'ont dans la tête quand même. Moi, clairement, j'y pense. Parce que On est obligé d'y penser. il n'arrive pas à marquer de but.
Mais c'est hyper compliqué de prendre les 3 points quand tu marques pas de but. Bah Déjà, oui, c'est vrai. si l'adversaire en marquait à ta place, oui, mais sinon non. Et sauf si tu fais une gamelle. tu fais une gamelle, c'est bon, tu gagnes 0 à moins 1. D'un côté, on a fait tellement de matchs à égalité que si on met le moindre point, eh ben, on va se retrouver devant les équipes Oui, qui oui, auront autant de points que nous. Ah ouais, mais pour prendre des points, Faut, mettre faut des les buts. mettre. Il y a revanche, combien de euh, descentes d'accord. C'est quoi, c'est des playoffs Quatre, donc, attention, ouais. Non, il n'y a pas de playoffs. Non, Ah, les non, 4 non, non, non. Quatre descentes. derniers descendent. Mais Donc, bien sûr, puisqu'il y a 4 groupes. effectivement. Oui, c'est logique. il y a Drancy qui est vraiment. C'est Ouais, Drancy, Drancy, qui est ouais. bon, Ils ont est Pirata qui condamné. est. Enfin, c'est les seuls qui marquent moins que le Tour FC, donc ils sont vraiment pas bons. 4 buts inscrits. J'aime beaucoup le. Mais eux, ils en prennent beaucoup plus par contre. L'échelle de donc, valeur. Ils en prennent beaucoup plus. Mais justement, eux, alors, ils gagnent pas leur match. On donc, va avoir un tour Drancy prochainement. Ça va situer le niveau. Ça devrait être sympa. Complètement. Ouais, non, Yves, mais tu as ouais, raison. tout à On va fait, voir ouais. le niveau de Tours. Si bien Tours sûr. n'arrive pas vraiment à gagner. S'ils font facilement ce match. 0-0. Non, mais après ça veut rien dire parce que je me souviens d'une année où quand Nourel ou Ardani avec Gilbert reprennent l'équipe en janvier de mémoire. Gilbert, c'est son nom de famille. Gilbert Zunquin. Bien dit. Bah, c'est normal, Je ne hein. disais pas parce que tu avais du mal à dire le nom. Ah non, non, mais, pas du tout. Bon, au final, quand on est habitué, ça va. À Zunquin, c'est pas Ouais, si dur c'est pas si dur que à ça. dire. En fait, c'est plus dur à écrire qu'à dire. Ouais, surtout. Mais quand ils ont repris l'équipe, je me souviens que Nouré avec Gilbert avaient réussi à faire un excellent boulot et ils arrivaient plus facilement à prendre des points contre les gros que contre les petits. Oui, c'est exact. Donc moi je vois pas trop le Mais comment chaque dire match- chaque la match descente est avec ce particulier. prisme-là. De toute façon, les gros vont arriver parce qu'on a juste Laval derrière. Laval et puis Lyon-Duchère. On a Justement, deux moi, petits. Je les vois pas prendre. Par exemple, Tours, je les vois pas prendre l'eau contre Laval. Je les vois pas en prendre forcément, 3 ou non. 4. Pas Ou... forcément. Non, Je pense que ils peuvent le. Enfin, j'ai pas dit qu'ils allaient le gagner, mais je les vois pas prendre des raclés. Et je pense que c'est avec Non, ce mais genre encore de une points fois, qu'ils vont arriver perdre 10 fois 1-0, ça fait. Mais voilà, ça faut fait me perdre une fois 10 10-0. défaites. Bah oui, Bah, faut mieux ils perdre une font fois 10 fois 10-0. 0-0. débat. donc, Non, mais après je pense qu'il faut quand même qu'ils pensent à la descente parce que quand on voit par exemple Monaco en Ligue 1, on va faire un rapide parallèle, hein, mais Monaco en Ligue 1 qui voulait pas forcément le voir et y croire, plus ça va et moins ça va. Donc ça commence à devenir une réalité voilà. en fait, petit à petit. Donc à un moment, faut pas se voiler la face, faut se dire les choses, faut se regarder dans le miroir le matin, et il faut bien penser à ce qui peut arriver. Et c'est vrai que la descente peut arriver. Donc il va falloir que tout le monde soit concerné parce que sinon ça va faire une deuxième dégringolade et là ça peut être malheureux et ça peut avoir des grosses conséquences. Du statut professionnel. Bien sûr, puis ça peut avoir des grosses conséquences sur tout le travail qui a été fait chez les jeunes depuis 10, 15, 20 ans. Donc ça peut être vraiment Moi, ça préjudiciable. me fait penser plus à Lille l'année dernière où ils ont plein d'arrivées. Et il y a des joueurs qui viennent clairement pour jouer l'Europe et au final ils jouent la survie et ils ont du mal parce que les joueurs n'étaient pas venus pour ça. Bah là, c'est un peu le même genre. C'est une équipe qui était programmée entre guillemets pour jouer les hauts de tableau et les joueurs ils se retrouvent à galérer et je conclue là-dessus. Effectivement, c'est conclu là-dessus. Merci Ewan. On va changer de discipline, on va parler basket à présent après ce jingle. Jusqu'à 20h sur Cité Radio Sport, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Du basket donc, avec un très gros match qui attendait l'UTBM avec un déplacement à Châlons et on reçoit notre spécialiste basket ce soir, Hervé Temgois de la page Pro AM Média. Salut Hervé. Salut tout le monde, ça va? Ça va Ouais, nickel. toi Salut. Merci Ouais, d'être ça va, merci. avec nous Hervé. Bon alors on avait tous clairement archi faux hein, sur les pronostics de cette rencontre. Victoire de l'UTBM 62-83 à Châlons. C'est vraiment une je sais même Un pas exploit, comment dire ça, plus qu'un exploit Hervé. Une énorme surprise quand même. C'est les deux. C'est une surprise, un exploit. Cela dit, c'était pas le cas pour les joueurs, dans le sens où eux, ils savaient très bien pourquoi ils y allaient. Maintenant, le but, c'était évidemment pas de prendre une raclée, mais dans leur tête, c'était possible, parce qu'au bout d'un moment, un match de basket, c'est 10 mecs les uns contre les autres. Ouais. Et absolument tout peut se passer. Après, c'est vrai que Châlons était dans une forme qui est difficilement descriptible, tellement elle était positive. Et c'était un peu plus compliqué pour Tours, c'est vrai. Cela dit, il y avait beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que Tours a vraiment mérité sa victoire, quoi. Et de long en large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment dans le match où c'était un peu flou. Ça a été vraiment clair de tout le long. Vas-y. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a c'est une conjonction de facteurs. C'est Chaland qui déjoue complètement et qui passe à travers.
notamment à 3 points, parce que j'ai regardé le match 3 sur 24. et j'ai suivi avec attention. En plus, c'est un peu faussé par le fait que quand ils perdent, ils font plus que des 3 points, ils en ratent beaucoup. Mais même dès le début du match, c'est vrai qu'ils sont pas en réussite. Et c'est vrai que c'est étonnant pour une équipe qui marque énormément d'habitude. Ouais, ils ont déclenché l'arrosage automatique et puis ça a arrosé de partout, mais ça rentrait absolument pas. Et puis à l'inverse, des Tourangeaux qui ont été hyper agressifs, j'ai trouvé hyper agressifs. Puis hyper en réussite surtout. En réussite et disciplinés en défense. Donc les deux mis ensemble, Chaland qui déjoue et l'UTBM qui fait quasiment le match parfait, ça fait cet écart-là. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, moi ce que j'ai trouvé, c'est que Chaland a déjoué parce que l'UTBM a super bien défendu à l'intérieur. Pas que. Et comme l'UTBM a bien défendu à l'intérieur, où il y avait souvent des aides, Chaland était obligé de jouer à l'extérieur. Et puis ils ont commencé à rater leur premier shoot. Et comme ils sont pas habitués à être, en difficulté, ils ont l'habitude de moins dominer, ils ont réussi. Enfin, je sais pas ce qu'Hervé en pense. Alors on reçoit Francis Leroux juste au moment où on est en train de perdre Hervé. Justement, donc bonsoir Francis, merci de nous rejoindre. On va essayer de retrouver Hervé, car effectivement j'aimerais lui demander s'il trouve que c'est l'UTBM qui a fait déjouer Chaland, ou si c'est Chaland qui était vraiment dans un très très mauvais jour. Qui d'autre a vu le match là, qui peut intervenir là-dessus? Je sais que Bertrand et Ewan les ont vus. Moi je me demandais un peu, c'est surtout ce gros manque de réussite de Chaland qui a pesé, parce que j'ai l'impression que collectivement ils n'ont pas non plus été d'un niveau déplorable. Ouais, c'est-à-dire que le problème c'est que quand tu rates tes premiers shoots, ça met pas en confiance. Tu te mets en difficulté parce que tu es derrière au score. Et puis comme ils sont pas habitués à être derrière au score, ils ont forcé des shoots, ils ont déjoué en fait. Ils ont déjoué parce que l'UTBM a bien défendu. Moi je suis d'accord, c'est ce que Bertrand disait tout à l'heure, c'est une équipe qui gagne souvent par 30 points, même en Coupe de France ils mettent 40 points à Évreux, et là l'UTBM leur est rentré dedans dès le début, et je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'être menés tout simplement, ils ont l'habitude de faire le jeu tranquille, de gérer le score quoi. Et donc là ils perdaient rapidement, je sais plus, 6-2 ou après 7-3, un truc comme ça, et du coup ils ont dû courir après le score, et c'est pas une équipe qui est habituée à faire ça, et je pense que l'UTBM a fait l'entame de match parfaite, et c'est cette entame qui a poussé Alors je conditionné le match. Je coupe parce qu'on a des problèmes avec Hervé et on vient de le retrouver. Hervé, est-ce que tu es avec nous? Ouais, c'est bon, je suis là. Désolé, c'est mon réseau qui est un peu bizarre. D'accord, ça marche. J'avais une question à te poser, Bertrand, se demander justement si c'était l'UTBM qui avait fait déjouer Chaland, ou si c'était vraiment Chaland qui était complètement à côté de son assiette. Mais pour moi, c'est là quelle est la surprise. C'est que l'UTBM a complètement fait déjouer Chaland. Je pensais pas que l'UTBM allait avoir ça dans les tripes. Et manifestement, ils sont justement venus avec un plan qui était très clair. C'était de foutre le bazar dans tout ce qu'allait entreprendre Chaland en attaque. Et surtout, je l'ai entendu en plus juste avant que ça coupe, dans la peinture. C'est-à-dire les forcer à prendre des tirs à 3 points et contester ces tirs à 3 points-là aussi. Ce qui a fait qu'à l'intérieur, et ça se cristallise par une action, la première action de Jérémy Douillet à l'intérieur chalandais, qui fait son layback, c'est-à-dire son tir arrière à l'opposé du panier comme d'habitude. Ça, c'est vraiment un truc qu'il met tout le temps. Et on a Dela Thibaudière qui vient de le contrer contre la planche. Et ça, ça a donné le ton pour tout le reste. Dans la tête, ça a dû jouer dès le début du match. Énormément. Les gens s'en sont peut-être pas rendus compte, mais ça voulait dire énormément de choses et ça donnait le ton pour absolument tout le reste. Et on a vu que c'était catastrophique pour Chaland dans la raquette, sauf pour Oumarou Sylla qui arrive à trouver quelques failles. Mais sinon, c'était compliqué. Et à 3 points, à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils ont loupé des tirs ouverts parce que la plupart des tirs qu'ils ont pris étaient contestés. Donc, on l'a dit avec Mike lors de notre débrief dimanche dernier, ce qui fait que même un tir ouvert, t'es plus aussi serein quand tu vas le prendre parce que tu te dis, si je le loupe, on est dans la merde. Ouais. Si je le loupe, on se prend 10 points de retard et après 13 points de repos. Exactement. Hervé, est-ce que tu n'as pas l'impression que Chaland a pu prendre ce match-là un petit peu à la légère? Une réception contre une équipe du milieu de tableau, ça passe? Les connaissant vraiment individuellement chaque mec, et sachant l'alchimie qu'il y a dans ce groupe-là, ils sont en mission. C'est-à-dire que, et surtout, ces gars-là se connaissent parfaitement. Je parle des gars de Chaland qui connaissent les gars d'Angers. C'est comme si vous jouez contre vos meilleurs potes. Vous n'avez absolument aucune envie de les laisser gagner, peu importe qui vous êtes. Peu importe le classement, peu importe. Là, vraiment, pour moi, c'était un match d'hommes. C'est juste qu'il y a eu une mise au point tactique et une envie
qui était beaucoup plus présente du côté de Tours et ça a complètement fait dérailler Chaland, qui s'y attendait pas, quoi. Donc, Est-ce donc, que voilà. cette rencontre fait passer l'UTBM dans la cour des grands? Bah, en fait, ils ont plus trop le choix là. Ils ont plus trop le choix. C'est-à-dire que vous pouvez pas juste venir battre les premiers et puis continuer à faire le petit pousset. Ça marche pas. Surtout avec les recrues que vous avez eues, surtout avec les retours que vous avez eus. Je parle de Glenn Duro et de Fabien Ateba. Vous pouvez plus vous amuser à dire que oh bon bah on est en test. Non, ça y est, c'est mort, c'est fini. C'est le coach Stavano qui le disait dans un article. Il a dit bon bah là, on n'a plus le choix. Au-delà de l'exploit, ça envoie un message à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va plus nous regarder de la même façon. Maintenant, c'est à eux mentalement de ne plus se considérer de la même façon. Ils n'ont plus le choix. Mais est-ce qu'ils ont le gabarit pour le faire? Nous, on voit clairement comment est-ce qu'ils ont ce gabarit-là. C'est-à-dire que, encore une fois, en fait, dans le match, il y a eu beaucoup de messages cristallisés par des actions. Et il y a une action à la fin du match où c'est un jeu de passe incroyable. Et ça se termine par un dunk de la Thibaudière. Et on voit comment est-ce qu'ils exultent après. C'est-à-dire que là, sur cette action-là, une équipe s'est créée. Et lorsqu'une équipe se crée, évidemment, ça se fait tout au long du match, mais ça s'est cristallisé sur une action. Oui, sachant que Chaland à ce moment-là était démobilisé, hein, voilà, ne défendait plus. Il savait que c'était gagné à Tours à ce moment-là. Hein, ça, c'est clair et net. Ouais. Mais cette action-là aurait très bien pu ne pas arriver non plus. Tu vois. Ouais. Le fait qu'elle se soit passée et qu'ils aient réagi de cette façon-là, ça nous a fait voir exactement tout ce qui était en train de se créer du côté de Tours. Et c'est pour ça que moi, ça me fait dire qu'ils ont les épaules, parce qu'ils sont en train de créer ce que nous on appelle le supplément d'âme. Au lieu d'être une somme d'individualités mis ensemble, ils sont en train de devenir une équipe. Et là, pour le coup, c'est ça qui les fait vraiment passer dans la catégorie des grands. Pas seulement le fait d'avoir battu le premier, mais de les avoir battus comme ça. Ouais, sachant qu'en plus, ils ont gagné sans Julien Le Cieux, il faut le rappeler. Et puis que Duro a fait énormément de bien en début de match. Ateba a apporté 8 points quand même sur un petit score, c'est pas mal. Donc les joueurs rentrants ont apporté un plus. Mboma a défendu sur une petite période, mais a défendu dur. Il n'a pas beaucoup joué. Je pense qu'ils n'ont pas voulu le brusquer encore. Mais là, on est en train de retrouver l'équipe au complet. Et effectivement, on peut compter vraiment sur l'UTBM sur cette fin de championnat. Ils ont une profondeur de banc qui peut les aider au cours de la saison. Je pense qu'ils n'ont pas 5 indéboulonnables, je crois. Donc je pense que. Et la prestation. Là, en fait, vas-y. Non, je disais que là, pour le coup, vraiment, on pouvait mettre ça sur le coup des blessures, c'est-à-dire les mauvais résultats qu'ils ont eus. Voilà, une recrue qui sort un peu de nulle part, qui est Glenn, qui devait s'assimiler, etc., etc. Ok, c'est cool. Après une victoire comme celle-là, ils n'ont plus vraiment d'excuses. Très honnêtement. Sachant en plus que les joueurs se connaissent, c'est-à-dire que Glenn a joué avec Ahmed quand ils étaient à Grise. Fabien a joué avec. Exactement. Fabien Ateba a joué avec Théo Lefebvre lorsqu'ils étaient à Orchy. Et tous ces gars-là se connaissent. Moi, je sais, je les vois tous jouer l'été ensemble, donc ils savent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de créer là, ils le connaissent déjà. Donc pour moi, en tout cas, après ça c'est mon avis personnel, ils n'ont plus d'excuses. Surtout après avoir fait un match comme celui-là, les blessés sont en train de revenir. Évidemment, ils ne sont pas à 100%, et on ne va pas leur demander de l'être après 2 semaines. C'est pas le but. Mais en tout cas, ce qu'ils sont en train de créer là est en train justement de mettre un socle pour un bien meilleur tour d'ici la fin de saison. Donc Tours est 6e à 3 points. Pour toi, ils doivent jouer les premières places. Et ils ne sont pas à leur place. Très honnêtement, s'ils ne sont pas dans le top 5, c'est uniquement de leur faute. C'est uniquement de leur faute. Après, on peut faire peut-être une mention spéciale à Bruno Singalamata, qui a fait quand même à 100% aux 3 points et à 2 points. MVP de la journée. On tire notre chapeau à Bruno sur ce match-là. Surtout que Julien Le Cieux n'était pas là à l'intérieur. Donc avec Tayran, ils ont vraiment tenu la raquette à tous les deux. Donc bravo à lui. Mais déjà contre Brissac, il avait été très très bon. Et là, il fait encore une meilleure performance. Et franchement, il m'a impressionné. Et même ceux qui avaient été un peu en dedans face à Brissac ont été très bons. Là, je pense à Lefebvre ou à Ataba qui était un peu moins bon sur la dernière rencontre. On bien rebondi face à cette équipe où c'était nécessaire. C'est exactement. Je vais finir par Bruno justement. Les 2 matchs où il est stratosphérique, c'est les 2 matchs où il joue à son poste, où il a joué en N2 pendant toute la saison. Poste 4, Bruno, il est difficilement tenable parce qu'il est mobile et il est physique à la fois. En 3, c'est compliqué parce qu'il bouge peut-être pas assez vite. Il n'est pas assez rapide pour un 3, mais il est très très vif pour un 4. Et on le voit, c'est-à-dire que c'était clair et net sur le match de Brissac et contre Chaland où il était intenable, absolument intenable. Et à ce poste-là, c'est pour ça que l'arrivée de Glenn lui fait du bien, parce que lui, du coup, il peut récupérer son poste tranquillement et vraiment bousiller tout ce qui se passe dans la raquette sans que personne
sans que personne vienne l'arrêter ou lui dise quoi que ce soit. Et voilà, il finit MVP, pour moi c'est largement mérité, et parce qu'il retrouve ses automatismes en fait. Le prochain match ce sera dès samedi, l'UTBM qui reçoit Toulouse. Comment tu l'analyses cette rencontre, Hervé? Toulouse qui sort d'un match qu'il entre guillemets aurait dû prendre à la maison. C'était une équipe surprise au début de la saison, mais ils se sont confirmés petit à petit. Ils ont perdu contre Ray. Ils vont chercher à se refaire à la maison contre une équipe de Tours qui vient de faire un match comme celui-là. Honnêtement, je ne vois pas Toulouse l'emporter, surtout si Tours ne refera pas le même match, je pense, que contre Chaland. Mais s'il reste dans la même mentalité, ça va être compliqué d'aller prendre une équipe de Tours, que ce soit pour Toulouse ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. On est sur les périodes match de référence, le TVB à Poitiers, donc l'UTBM à Chaland. Vivement le Tour FC au PSG en coupe, quoi. Non, j'ai dit une connerie, non? Merci Hervé, on va conclure sur ce truc bien nul de 36 l'euro. On te remercie Hervé, puis on te souhaite une bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Salut Hervé. Salut. Allez, on va changer de discipline une fois de plus. On va parler de hockey sur glace. Il y avait un gros duel qui attendait les remparts de Tours. C'était samedi soir à Cergy-Pontoise. C'était un match au sommet, mais finalement, il n'a pas tenu toutes ses promesses ce match. Ah ouais, il n'a pas tenu ses promesses. Bon, après, ça peut arriver. Ils sont passés à travers. Bon, c'est comme ça. C'est quand même pas souvent que ça leur arrive, donc on peut pas non plus leur jeter la pierre. Bravo Basile, depuis le temps qu'il nous dit que Sergi est la grosse équipe. À chaque fois, il nous dit c'est pas lui, c'est Sergi les plus forts. Ouais. Il craignait Sergi depuis le début. Je vous l'ai dit, j'ai dû vous le dire peut-être 5 fois depuis le début de l'année. C'est vrai. Non, mais c'est parce que Sergi, voilà, c'est une équipe qui est complète et ils ont eu quelques mauvais résultats jusqu'ici. Bon, pas dans les grandes largeurs, mais ils se sont loupés 2-3 fois. Mais je pense qu'il va falloir compter avec eux jusqu'à la fin de l'année. Et on le voit quand Lino Chimenti fait 31 arrêts sur 31 shoots. C'est le gardien qui était à Tours, tu Voilà. disais là, qui connaît les attaquants de Tours. Tu l'as bien vu ça, ouais. 31 arrêts sur 31 shoots. Elle est impressionnante cette statistique, genre même nombre de tirs pour les deux équipes, au final ça fait 5-0, tu te dis. Okay. Alors je crois qu'il y a un peu plus de tirs côté Tourangeau. Il me semble que c'est 32 à 31, mais ça doit être ou 32-31, voilà. Ouais, je crois que c'est ça, 32-31. Mais bon, quand le gardien d'en face arrête tout, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, mais ça, c'est des statistiques qui veulent pas dire grand-chose. Non, c'est vrai, ça fait juste 5-0. Ouais, d'accord, mais pour en changer de sport, pour parler de statistiques, tu prends au football, la France contre l'Argentine en Coupe du Monde, elle a 4 occasions, ça fait 4 buts. Sauf que le gardien dans une cage au hockey, il prend un peu plus de place que le gardien au foot. D'accord, Basile, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des shoots qui sont, si c'est des slap shoots qui viennent de 15 mètres par rapport à une attaque qui est à 3 mètres avec un bazar pas possible devant la cage, on n'est pas sur le même genre de statistiques. Bien sûr. Mais là, dans les shoots, il y a de tout. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a de tout. Il y a des shoots de loin, il y a des shoots de près, il y a des shoots où il est voilé, il y en a d'autres où il n'est pas voilé, il y a des contre-attaques, il y a tout. Au-delà du chiffre absolu, ce qui est révélateur, c'est que c'est le même pour les deux équipes. Oui, ça, mais qu'il y a 5 buts. J'ai bien compris. Mais je veux dire, les tirs de loin, ça peut être les mêmes côté Tourangeau ou comme du côté de Sergi. Donc, ça peut, mais sauf qu'on n'a pas les statistiques détaillées de ces shoots. Voilà, mais je veux dire, au-delà du fait que ce soit 15 ou 30 ou 50, c'est le même pour les deux équipes et pourtant l'écart de but, il est très important. Ça, je trouve que c'est révélateur. Et comme dirait Jean-Éric Zabrowski, le gardien au hockey, c'est 50% de l'équipe. Même plus que ça. Jean-Éric, si tu nous écoutes. Non, désolé, mais il nous écoute pas. Bertrand qui fait son Drucker, quand même. Michel, s'il nous regarde. Il y a Isabelle qui nous dit comment un gardien qui prend 5 buts peut être joueur du match alors que le gardien de Cergy fait un blanchissage et n'est pas le joueur du match. Alors, je comprends ce que veut dire Isabelle, sauf que il y a un joueur du match côté Tourangeau, un joueur du match côté Cergy. Côté Tourangeau, ça peut être Raphaël Garnier, effectivement, il a pris quand même 5 buts, ce qui peut surprendre, mais voilà. Il fait quand même 25 arrêts. Ouais, non, mais les autres n'ont pas été bons. Disons qu'il a été esselé par sa défense, mais après, comme le disent
les coachs et le staff tourangeau, les tourangeaux sont complètement passés à travers. Voilà, ça arrive. Donc le match référence du TVB et de l'UTBM, là c'est le non-match des remparts. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais ils sont passés à travers contre le mauvais, quoi, parce que c'était l'affrontement direct. Bon, après peut-être c'était lié au fait que Cergy c'était plus costaud que ce qu'ils avaient affronté avant. Oui, déjà. C'était pas le moment de se rater, quoi. Pour moi, c'est la meilleure équipe qu'ils aient affrontée jusque-là. Après, ce qui me dérange moins, c'est que c'est à l'extérieur. Ouais, mais les remparts, ils étaient plutôt bons justement à l'extérieur. Oui, mais bon, mais que tu pas préjudiciable. 1-0 ou 5-0 quelque part, c'est pas si grave. Ça fait mal à la tête, 5-0 quand même. Oui, mais ça va remettre les choses à plat. Ou pas. Ça va remettre les choses à plat. Ça permet de travailler. Et puis voilà. T'en as pris 5, bah voilà. Mais quand tu vas recevoir Cergy, ça restera dans un coin de la tête. Et je pense que Rodolphe Garnier sera leur rappeler en leur disant vous avez été creux à Cergy, il va falloir montrer autre chose. Je pense qu'ils l'oublieront pas de toute façon. Non, je pense que ça va rester dans les têtes. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça permet aussi des fois de se remettre un peu en question quand tu t'assois un petit peu sur tes lauriers. Ils étaient sur un petit nuage quand même. Je sais pas, je pense pas, mais en tout cas... Tu te reposes sur tes lauriers, tu t'assois pas dessus. Pardon, oui. Autant pour moi. Ouais, parce que le laurier, faut pas s'asseoir dessus. Le prochain match, ce sera face à Montpellier, ce sera ce samedi à la patinoire de Tours. On va voir la réaction là des Tourangeaux ce samedi. Ouais, après pour moi il y a quand même un écart en termes de valeur, mais ce qui est clair c'est que déjà on verra autre chose. Et puis les attaquants tourangeaux qui n'ont pas pu marquer, je pense qu'ils s'en donneront à cœur joie contre Montpellier. Donc, ils avaient bien réagi après la défaite inattendue face à Nantes. Ils avaient très bien réagi derrière. Donc là, ça permettra de voir s'ils ont digéré ça. Oui, c'est ça, il y aura une réaction, je pense. Il faut à Cholet aussi, à chaque fois qu'ils ont perdu, ils ont tout de suite réagi. Il n'y a jamais eu 2 défaites consécutives. Non, parce que c'est pas dans l'ADN de cette équipe en fait. C'est des joueurs qu'il a jamais, donc. Oui, puis après ils ont pas joué non plus. Enfin, ils ont jamais enchaîné plusieurs gros matchs qui auraient pu les mettre en difficulté non plus, quoi. Là, Montpellier, c'est une bonne équipe pour se reprendre et puis pour. C'est la victime parfaite. Voilà, c'est un peu ça. C'est une pauvre équipe de Montpellier qui a rien demandé. Non, mais c'est vrai que sur le scénario du match, ils prennent 3 buts dans le tiers médian en 7 minutes ou 6 minutes. Enfin bon. Un trou d'air. Voilà, ça arrive. Bon malheureusement. Je dirais vaut mieux que ça arrive à Cergy qu'à Marseille ou à Dunkerque ou voilà, sans leur faire injure, mais face à une équipe d'un autre calibre, quoi. Là contre Cergy, même s'ils faisaient le match parfait, est-ce qu'ils auraient gagné? Je suis même pas convaincu. Donc. La bonne nouvelle de la journée, c'est quand même de voir que Neuilly est pas si fort que ça. Je vous le disais. Parce qu'en fait, ils ont encore perdu. Donc il y aura une grosse équipe Cergy. Et puis Tours derrière avec Neuilly quand même malgré tout. Après c'est encore long, il n'y aura pas une grosse équipe parce que tout le monde a perdu déjà. Donc il n'y aura pas une grosse équipe devant qui marche sur tout le monde comme parfois ça pouvait être le cas avec des fois Brest, des fois Anglette, voilà. Oui, Bordeaux avant. Voilà, Bordeaux avant quand ils sont montés en Magnus, mais il n'y aura pas une équipe qui va dominer tout le monde, mais il y a un petit quatuor là qui se dégage, même d'ailleurs un trio solide avec Neuilly, Tours et Cergy, donc il faudra voir l'ordre dans lequel ça va se placer, mais ce sera ces 3 là en tout cas. Eh bien on va conclure là-dessus, on va changer de sport, on va parler volleyball dans quelques instants après ce jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief sur Cité Radio Sport. 89.3 FM ou sur le site www.citeradio.fr. Vous pouvez nous écouter donc jusqu'à 20h pour ce grand débrief. On va recevoir donc notre spécialiste volleyball Bastien Desmé pour parler du match du TVB qui recevait vendredi soir Salle Grenon, l'équipe de 7. Salut Bastien. Bonsoir à tous. Merci Bastien d'être une fois de plus avec nous. Bastien, on a vu une équipe du TVB très solide dans les 2 premières manches. Oui, dans les 2 premières manches, une très belle équipe tourangelle. Un service impressionnant, très efficace. 9 aces dans le match. Une bonne réception, une bonne construction du jeu. Une très, très belle équipe de Tours. Mais après, dans le 3e set, ça c'est un peu compliqué. Alors, relâchement du TVB, 7 qui est revenu dans le match. Ouais, c'est un petit relâchement de Tours traditionnel quand on gagne les 2 premiers sets assez tranquillement. Tours s'est un peu relâché, 7 a pris moins de risques, ils ont pu reprendre confiance en eux, ils ont pu construire davantage, mais au final Tours a quand même réussi à s'imposer 26-24 dans le 3e set. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? La victime parfaite, on en parlait, et puis, on n'est pas tombé dans le piège nous.
Non, bah, Tours, ils étaient rapidement devant, donc ils se sont évités un scénario compliqué. Ils ont pris les 2 premiers sets facilement. Bon, dans le troisième, voilà, il y a un petit relâchement, mais ils sont jamais parus vraiment en difficulté, quoi. Ils sont plutôt baladés. Donc, Les joueurs de 7 avaient un TGV à 22h46 et visiblement, il fallait pas le rater, quoi. Bon, ça m'étonnerait parce qu'ils se sont accrochés quand même dans le troisième. Ils étaient pas loin de le gagner. Enfin bon, 13-15, ça durait quoi ça, 45 minutes, non? Il y a eu 50 minutes les 2 premiers sets. Ouais, d'accord. Mais moi je pensais vraiment que 7 allait accrocher un 7 quand même. Bah oui, C'est pas c'est pour... vrai. Non, c'est pas pour le jeu de mots, mais je crois. On le pensait tous. Hein. Dans le troisième, honnêtement, je voyais pas comment les Tourangeaux pouvaient l'emporter celui-là. Ouais, Franchement, parce que 7 a fait la course en course en tête dans le troisième set. Ouais, c'est pour ça. Tie-break, les 2 tie-break, ils étaient devant. Enfin, les deux temps morts, ils étaient devant. Ouais. Jusqu'à la fin jusqu'au money time, en fait, ils étaient devant. Bah, ils menaient 11-14 et 21-23 quand même. Hein, donc c'est vrai qu'ils étaient vraiment tout près. Mais Bastien, est-ce que tu crois que 7 est une équipe condamnée pour cette division cette année? Oh non, pas encore. On est à 6 journées. 7 en a que 5. Ils ont un match en retard. Ah bon? Ils sont 12e. Ils sont pas derniers. Hein, ils en ont que 5, mais c'est quand même 4 défaites 3-0 sur les 4 dernières. Hein. Ouais, mais au niveau des points, ils sont pas derniers. Ils sont à égalité avec Narbonne. Ils ont même 2 matchs en moins que Narbonne. Non, on ne va pas dire qu'ils sont déjà condamnés après 5. Non, mais je veux pas dire qu'ils sont condamnés, bien évidemment, mathématiquement, évidemment, c'est pas fait. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'ils sont pas là en victime, tout simplement? Ouais, c'est ça. Est-ce que le profil n'est pas le profil d'une équipe qui est c'est une équipe dans le reflet de la descente. C'est une équipe qui s'affaiblit de saison en saison, hein, Bastien. Hein. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est une équipe qui va jouer pour se maintenir en Ligue 1. Hein. Ouais, c'est ça. Comme l'année dernière, un petit peu. Là, avec les équipes, toi comme tu les as vues, quelles sont les équipes qui te semblent inférieures à 7? Je pense que Narbonne est inférieur à 7. Cannes, j'ai envie d'attendre un peu parce que je pense que ça va mettre un peu de temps avant que la mayonnaise se fasse. Mais voilà, je vois Narbonne, Cannes se battre pour le maintien. Ah ouais, quand tu vois Cannes descendre à ce niveau-là, ça fait mal au trip quand même parce que l'année dernière, c'était en Ligue 2. C'était la vitrine du volley il y a quelques années, quoi. C'est ça, ça fait bobo la tête. Une des vitrines avec Tours et puis 7 était finaliste en 2015-2016. Ouais, mais Bastien, moi, ce que je veux dire, t'étais pas né. Hein. C'est pour ça que je parle de Cannes quand il y avait Fabiani qui était à la main. Donc c'est pour ça. À la passe, du moins. Donc effectivement, c'est. Comment tu dis C'était parlant? Non, c'est pas ça. C'était plus noir et blanc, si. Ouais. Mais non, c'était une autre époque. Voilà. C'était quand même important de remporter ce troisième set un petit peu à l'arraché parce que ça entame un petit peu moins physiquement les Tourangeaux qui vont avoir un gros match à jouer mercredi en Turquie. Oui, c'est sûr. Après, moi, ce que j'aurais bien aimé aussi, c'est voir un peu de turnover de la part de Patrick Duflo. Les 2 premiers sets, quand on voit qu'il emporte 25-14, 25-15, je me dis que sur la fin des sets, il aurait pu faire un peu de changement, faire entrer les jeunes, souffler les principaux acteurs. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est dommage. Je pense qu'il a voulu faire ça pour créer un peu de cohésion d'équipe, pour qu'on continue à avoir des automatismes entre les joueurs, que les joueurs prennent du rythme. Mais j'aurais bien aimé voir un peu les jeunes joueurs quand même. Et il veut justement peut-être continuer à faire les automatismes qui ne sont pas encore parfaits. À souder l'équipe. Il veut profiter du temps de jeu avec l'équipe type pour vraiment trouver les bons rouages. Ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, après, ça te permet aussi aux jeunes d'avoir un peu d'expérience et qui gardent la tête aussi aux entraînements. Parce que quand tu vois que tu t'entraînes, mais que tu joues jamais, ça te lasse un peu. Honnêtement, je pense que ça lasse un peu. Donc, les faire entrer au moins sur quelques points, je pense que ça lui permet de garder la tête focus aussi. Est-ce qu'il appliquait ce genre de choses dans les clubs qu'il a pratiqués avant, dans lesquels il a pratiqué avant? Avant, à vrai dire, il n'a pas eu l'occasion de remporter des matchs aussi facilement aussi. Il ne pouvait pas se le permettre. Que ce soit à Lubin ou quand même au championnat polonais, tu n'as quand même que des gros matchs. Là, quand même, c'est un match qui a été relativement facile quand même. Quand tu vois les 2 premiers sets, en tout cas, avec l'avance que tu as quand même l'occasion de faire entrer un peu les jeunes. Mais on se rend compte quand même que c'est assez symptomatique du volleyball. Hein. On tourne à aller 8 joueurs souvent, et puis tu en as 4 qui sont sur le banc à pas beaucoup jouer.
éventuellement sur du championnat de France, mais dès que tu arrives sur quand je dis championnat de France, sur des matchs de bas de tableau, donc là, tu es dans l'exemple parfait, mais on sait qu'il y a un match de Coupe d'Europe derrière qu'il faut mettre en valeur. Donc, ouais, c'est pas dans ce sport-là qu'on voit le plus les remplaçants évoluer. Ouais, après, ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui ont comme stratégie de donner du temps de jeu à leurs jeunes qui viennent des centres de formation. Je pense par exemple à Toulouse ou à Montpellier. À Montpellier, c'est comme ça qu'a explosé, par exemple, Jean-Patry. Il y a des équipes comme ça qui font entrer un peu les jeunes. Tours, c'est pas forcément le cas. Et là, tu penses à qui, là, lequel joueur tu aurais voulu voir dans les jeunes? Je pense à Thomas Neveu, par exemple. Pas sûr. On voit que quand Trinidad a été blessé contre Ajaccio, c'est Thomas qui a vu la passe et on voit qu'il n'y avait aucun automatisme. Et quand tu es passeur, tu n'as pas d'automatisme avec tes attaquants, c'est quand même très compliqué. On l'a vu sur le résultat aussi. Oui, et le problème, c'est. Enfin, tu as complètement raison, Bastien. Et le problème, c'est qu'à l'entraînement, Thomas Neveu, il est dans l'équipe des backups, quoi. En fait, il est dans l'équipe des remplaçants. Donc, il est en face de ceux avec qui il pourrait jouer parfois quand il rentre sur des fois des fins de set où il rentre pour servir, etc. Donc. C'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. Il les a toujours en face, donc il voit comment ils jouent, mais il n'a pas effectivement l'automatisme avec eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, c'est l'occasion parfaite pour lui de rentrer, quoi, et de montrer un peu ce qu'il peut faire et faire tourner aussi les titulaires pour qu'ils se reposent un peu, qu'ils observent d'un côté. Et puis voilà. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de turnover dans les équipes. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que, tu sais, c'est comme quand tu vas recevoir tes beaux-parents, tu as envie de préparer un beau dîner, tu as envie de faire les choses au carré, tu as envie de tout faire bien. Et est-ce que tu penses pas Ou que alors là... tu as envie de les empoisonner. Ah mais ça c'est ton cas peut-être, mais pas le mien. Mais en tout cas, c'est comme si par exemple, tu vois, là le match de 7, il sert en gros de répétition. Patrick Duflo, il voulait voir un peu tout ce qu'il avait en magasin, on va dire, et pouvoir tout caler avant le match contre Izmir, parce qu'on sait que l'entrée en Coupe d'Europe, en général, faut pas se rater, donc il a peut-être envie de tout mettre sur ce match-là, non? Oui, c'est possible aussi. Mais bon, oui, je suis d'accord. Mais j'aime bien, voilà. Après, c'est lui qui choisit. Toi, t'es romantique, c'est pour ça. Ouais. Allez, on va conclure sur ce romantisme justement. Merci Bastien d'avoir été avec nous. On te souhaite une très très bonne soirée. Et donc on pourra débriefer bien sûr le prochain match qui se jouera mercredi prochain donc pour la Ligue des Champions face à Izmir en Turquie. Merci Bastien et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Allez, on va passer au rugby à présent. Je rappelle que vous êtes sur Cité Radio Sport 89.3 FM. Vous pouvez également nous écouter sur le site www.citéradio.fr. Il y avait deux matchs de rugby ce week-end. C'était des matchs plutôt intéressants qui nous promettaient des jolies rencontres. Le premier, Chinon, qui recevait Rion. C'est une victoire 14-13 de Chinon, un petit peu au dernier moment. C'est une belle réaction après la défaite contre Tours. Oui, une belle réaction. Je doutais pas que Chinon allait avoir les qualités nécessaires pour briller face à Rion. Ils l'ont prouvé parce que Chinon possède un paquet d'avant assez costaud et imposant, avec des joueurs qui ont connu la Fédérale 2, la Fédérale 1 pour certains. Donc ça promettait, on va dire, un duel devant. Et c'est ce à quoi Rion n'a pas réussi à répondre, tout simplement. Ils n'avaient pas les armes pour répondre à ça et ils ont été punis, voilà. Et puis peut-être que Rion a pris le match un peu de haut aussi. Là aussi, tu l'avais dit, franchement, tu avais dit que sinon ils avaient vraiment le jeu pour inquiéter Rion, alors que sur le papier, Rion, voilà, ils étaient premiers solides, quoi. Ouais, mais Rion, c'est une équipe qui est un peu en trompe-l'œil à mon sens, et je suis pas encore à l'abri d'avoir 2-3 surprises, parce que c'est une équipe qui est très joueuse, c'est une équipe qui est super agréable à regarder. Mais c'est une équipe, pour moi, c'est pas une équipe d'hiver. Et on est dans des régions, où les terrains, l'hiver, c'est pas des billards, quoi. Et... On ne parle là non plus, je pense. Ouais, en Auvergne, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est vrai que c'est une équipe à jouer. Franchement, moi, j'avais pris beaucoup de plaisir à aller voir à Tours, parce que c'est une équipe qui déplace bien le ballon, un peu comme l'UST de l'année dernière, voire de l'année d'encore avant. C'est une équipe qui manie très bien le ballon, avec des joueurs du 1 au 15 qui se déplacent dans tous les sens, qui proposent des soutiens, qui sont toujours là dans la ligne, à être discipliné, etc. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup d'essais sur des fois des mouvements au large. Et donc dans ce sens-là, arriver dans l'hiver, pour eux c'est pas la meilleure chose qui puisse leur arriver, parce que devant ils sont athlétiques mais ils sont pas lourds, quoi. Ils vont avoir du mal à gagner des matchs à l'arrache, ceux qu'il faut gagner pour être au tableau, quoi. Par exemple des matchs contre Blois, contre Chinon, contre Nontron.
toutes les équipes où il va y avoir un paquet d'avant assez massif, bah, c'est pas les équipes qui vont leur réussir, quoi. Donc s'ils démarrent mal et s'ils se mettent pas dans le bon sens, bah, ça va être compliqué pour eux, clairement. Basile, est-ce que tu peux nous rappeler le scénario de cette rencontre? Ouais, bah Chinon qui met la main sur le ballon, qui monopolise le ballon et qui met sur le reculoir une équipe de Rion pas forcément arrivée, enfin disons que dans l'état d'esprit en tout cas sur le terrain. Et puis ils se font sanctionner, hein. Il y a un essai chinonais d'abord, puis une pénalité de Valentin Gilbert, donc on fait 8-0, 8-3 à la mi-temps, le buteur de Rion arrive à passer un but de pénalité avant la mi-temps. Et puis deuxième mi-temps plutôt équilibré, enfin en apparence équilibré, où Rion remet un peu la machine en route, mais en étant quand même maladroit, enfin en tout cas j'ai trouvé. Et puis on arrive donc, je ne veux pas tout, hein, on va accélérer. Et on arrive donc à la 85e minute, où ouais, on a accéléré. Et faut suivre. Hein. Et surtout sur un match qu'on contient 80, quoi. Voilà. Et donc on arrive à la 85e parce qu'au chrono de l'arbitre c'est la 85e. Il y a une pénalité pour Rion sur lequel ils trouvent pas la touche. Donc c'est une erreur de leur part. Alors qu'il y a un truc tout bête à faire, c'est donner le ballon à quelqu'un sur la pénalité et taper en touche avec rebond ou même directement, et le jeu était arrêté. Mais l'ouvreur de Rion tape donc pour taper en touche mais ne sort pas le ballon. Les Chinonais récupèrent le ballon, remontent le terrain, et un drop de Vlad Arnaguea qui était rentré à la place de Valentin Gilbert et qui passe le drop donc à la 86e. À ce moment-là, il y avait 13-11 pour Rion. Il y avait 13-11 pour Rion. Scénario à l'équipe de France. Ouais, dans ton explication, tu as quand même zappé des faits importants, parce que moi j'étais resté à 8-3. Donc, oui, disons qu'après, dans la deuxième mi-temps, c'est équilibré. Ouais. Sur l'ensemble, c'est équilibré. Il n'y a pas de fait de jeu particulier. Moi, il y a un truc que j'ai pas vu Chinon hier, mais je les ai vus la semaine dernière contre l'UST. Il y a un truc moi, que je me dis, c'est que cette défaite d'un point, cette défaite amère contre l'UST la semaine dernière, quelque part, ça a peut-être été un déclic pour les Chinonais, mais un déclic positif, quoi, parce que ils ont pris ce match-là par le bon bout, ils l'ont gagné d'un point, donc ça veut dire que la situation est inversée. Et au contraire, on n'a pas encore abordé ça, mais au contraire de l'UST, qui peut-être cette victoire d'un point contre Chinon, finalement dans les têtes, c'était presque une défaite, puisqu'ils espéraient gagner un peu plus fort. Parce que là, sur le match à Blois, on peut être un peu déçu, même si j'ai pas vu la rencontre non plus. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà quoi. Moi, c'est un petit peu la question que je me pose, quoi. Côté Chinonais, je suis d'accord avec toi. Il faut pas oublier que depuis que Tours et Chinon s'affrontent, c'était la première fois que les Chinonais prenaient un point contre Tours. Donc dans les têtes, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que les joueurs sentent que l'écart qu'il y avait avant, il est plus aussi important. Ouais, on l'a dit lundi dernier. On l'a dit lundi après, c'est vrai qu'il faut aussi le niveler parce que c'est aussi Tours qui régresse et Chinon qui progresse. Mais il faut quand même noter que mais il faut quand même noter que Chinon progresse. Il faut le dire, il faut le souligner. Après, c'est quand même, une performance face à un adversaire encore une fois qui a du mal sur ces fameux terrains hivernaux et qui va, à mon avis, être en danger plusieurs fois à l'extérieur pour Rion. Basile, tous les deux, on voit quand même toutes les équipes, parce qu'on est à tous les matchs. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'il n'y a pas d'équipe très lourde dans cette poule de Fédéral 3. On se rend compte que les paquets, on voit plus de monstres comme on voyait. Non, pas des monstres, mais par rapport à Rion, par exemple, Tours, c'est quand même un peu plus costaud devant quand même. Chinon, c'est plus costaud. Ouais, Chinon, d'accord. Chinon est peut-être une des équipes en termes de gabarit les plus... Blois aussi. Blois, c'est lourd. Je les ai pas vus jouer. Oui, parce que justement, j'allais le dire, je voulais pas vous couper, mais a priori, Blois, a été justement, on y vient sur cette rencontre. Blois, US Tour 24-14 en faveur des voisins. Défaite importante contre un adversaire direct. Défaite importante, oui, évidemment. 10 points. Évidemment, parce que... Pas de bonus. Parce que 10 points, pas de bonus défensif. Et puis c'est surtout dans la manière, parce que les Tourangeaux perdent 7-0 assez rapidement, 13e minute de mémoire. Ensuite, il y a un groupe pénétrant qui est fini par Zegden, qui n'est pas tout jeune d'ailleurs, et que je salue, et qui marque un essai qui est derrière le groupe pénétrant en avançant, et les Tourangeaux n'arrivent pas à le défendre.
Et puis derrière, il y a un essai de pénalité. Donc ça, c'est à la 32e. Essai de pénalité à la 34e. Donc, il y en a un pour les Tourangeaux après, visiblement. Alors, les Tourangeaux étaient revenus au score entre-temps. C'est-à-dire qu'entre le premier essai blésois et le deuxième, les Tourangeaux sont revenus au score. Grâce à Jean-Jacques Etamé sur c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des essais de pénalité, on n'en voit pas si souvent que ça. Et là, il y en a eu 2 dans le match pour chaque équipe. Est-ce que l'arbitre était un impatient? Il faisait du zèle. Est-ce que c'est ça, éventuellement du zèle? Est-ce que c'est un arbitre d'Île-de-France? T'en as pas entendu parler de ça? Non. Les Tourangeaux se plaignent pas trop de l'arbitrage. Non, mais c'était des fois. Des fois, il peut y avoir des arbitres un peu plus zélés. Ewan a bien évoqué je ne vais pas créer de polémique, mais ce que je trouve curieux, c'est le fait d'accorder un essai de pénalité sur l'essai blésois, le 3e, d'accorder un essai de pénalité sans mettre de carton à un Tourangeau. Parce que les Tourangeaux se mettent à la faute. Normalement, quand une équipe se met à la faute sur un groupe pénétrant, d'abord on accorde un carton en envoyant un joueur au frigo, on remet pénalité. L'équipe qui garde la pénalité, en général, va en touche, recrée un groupe pénétrant pour essayer d'aller marquer. Là, il y a essai de pénalité direct. Est-ce qu'il n'a pas un peu compensé? Il s'est dit, si j'en ai mis un tour... C'est ça. Je pense qu'il a compensé en fin de match. C'est pour ça que j'évoque ça, moi. Mais sur le scénario du match, ça fait lourd, parce que Tours tourne à 21-7. Donc, il y en a déjà gros dans les valises à la mi-temps. Donc, c'est difficile. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est le sursaut d'orgueil, parce qu'en deuxième mi-temps, ils concèdent seulement 3 points, les Tourangeaux, et ils arrivent à en mettre 7. Bon, ça suffit pas pour revenir, mais voilà, c'est une équipe à qui il faut pas demander de créer comme ce qui a été fait il y a 2 ans, d'aller en finale du championnat de France. C'est plus les mêmes joueurs, c'est plus la même équipe. Il faut, pour tous les supporters et les spectateurs, il faut enlever ça de sa tête. Et il faut regarder avec les joueurs qu'il y a à l'heure actuelle et pas leur demander de faire ce qui se faisait avant. Rion et Nontron perdus, Blois et Chinon gagnent. Est-ce qu'on peut confirmer que cette poule est vraiment plus qu'homogène que jamais? Ah ouais, plus homogène que jamais, comme chantait Maître Gims. C'est pas forcément la référence. Parce qu'il joue au rugby, Maître Gims? Oui. Avec ses lunettes de soleil, toujours. Voilà. Il a le droit? Il peut. C'est Maître Gims. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est une poule qui est hyper homogène. C'est une poule qui est hyper homogène, mais il y a quand même des équipes qui sont à la ramasse. Non, mais c'est vrai, il y a la Couronne qui est en difficulté, il y a Vierzon qui est en difficulté. Donc homogène, oui, mais sur 7-8 équipes, quoi. Voilà. Tableau, quoi. Homogène sur 7-8 équipes, donc il y a quand même un championnat de vitesse. Après, pour les Tourangeaux, ça va être nécessaire de prendre des points et des vite. Le nivellement des valeurs a quand même affaibli cette division. Moi c'est vrai que je le vois et je le dis, je me fais pas toujours des copains, mais c'est flagrant. C'est vrai que chaque année, je trouve que la Fédérale 3 régresse, quoi. Chaque année, et c'est vrai que c'est dommage de pas voir des équipes, et c'est vrai que là j'y fais référence, et je devrais pas, mais comme Tours il y a 2 ans, qui proposait beaucoup de jeux, parce que ça a incité les autres à proposer du jeu. Là c'est vrai qu'on a de moins en moins d'équipes qui proposent du jeu. Mais c'est lié à quoi, vous pensez? C'est parce que comme ils ont nivelé par le bas, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié les équipes. Donc, quand les équipes d'en haut sont existantes et puis que tu grossis le truc, tu le grossis forcément par le bas. Donc, disons qu'il y avait un championnat avant qui était à 10 équipes, maintenant c'est 12 équipes. Et il y a eu une année où il n'y avait pas de descente, donc automatiquement les équipes se relâchent. Et le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé le niveau d'avant. Et donc forcément, les équipes qui sont restées restent sur leurs acquis, mais forcément c'est toujours un peu moins fort. Donc voilà. On retrouve un petit peu le problème du basket avec la NA. Oui, c'est pareil. De toute façon, de poule et automatiquement ça a baissé le niveau. À chaque fois que tu nivelles les valeurs, ça modifie, ou dans le plus ou dans le moins. Ok, vous parlerez de ça tous les deux plus tard. Hein. Allez, on va terminer avec les autres résultats du week-end. Jusqu'à 20h sur Cité Radio Sport, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Il y avait du handball ce week-end également, on n'en a pas beaucoup parlé, c'était samedi soir à 20h30. Le CTHB, donc qui n'avait pas joué depuis un petit bout de temps quand même, jouait en Coupe de France, c'était face à l'Homme Lille Métropole, victoire sans aucun problème. Il jouait contre des hommes 23, 23, alors celle-ci elle est pas mal. 23-38. C'était contre l'homme, non mais alors c'est les filles, on parle des filles ou quoi? On parle des filles, on parle bien des filles. 23-38, donc elles sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Merci Guillaume pour cette petite intervention. Par contre, si on peut juste dire un petit mot, il y a Maria Massignaté donc qui est arrivée au CTHB. C'est une bonne nouvelle pour une joueuse qui était un peu enterrée là en Hongrie, qui a eu du mal. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup d'extra sportifs à gérer.
Et c'est une bonne nouvelle de la revoir dans le championnat de France. Une joueuse qui a été élue internationale. Ouais, puis meilleure joueuse du championnat, meilleure joueuse d'un championnat du monde en 2009. Donc c'est une bonne nouvelle de la retrouver. Ouais. C'est une très très bonne nouvelle de la retrouver. Elle qui a participé à beaucoup d'Olympiades et beaucoup de championnats du monde et d'Europe. Attends, meilleure joueuse à son poste peut-être. Ah oui. Non? Ah oui, pas meilleure joueuse du championnat du monde. Non, mais évidemment que c'est déjà bien, mais je veux dire. Voilà quoi, c'est quand même déjà pas mal. Oui, allez, on va conclure là-dessus. Robin, des résultats avec le Saint-Cyr Tour handball et puis la 4S également. Ouais, rapidement, la 4S qui a perdu à domicile face à Issy les Moulineaux 3-1. Notons quand même la belle performance de Lilian Bardet qui a mis 3-0 au 35e national, il me semble, ce qui confirme sa belle forme, surtout après son Open d'Hongrie où il a la médaille de bronze. Et le handball de Saint-Cyr-sur-Loire qui a été gagné à Vanves. Là pareil, belle performance, 31-30. Ils gagnent sur le fil à la fin, mais bon, la victoire Vanves qui était leader avant ça. C'est ça, et on leur pique la place de leader. T'as raison pour Bardet, il a battu le numéro 35, c'est ça, okay. Et il lui met 6, 9 et 8. Donc c'est propre. Grosse perte, ça. Pas fait de détails. Ouais. Un jeune qui monte. Allez, vas-y, sors ta blague. Bon. Par contre, en déception par rapport à ça, c'est Martinez qui contre quand même parce que il est 48 et il perd sur le 87. C'est ça. Il est censé être leader en plus. Tu montes exemple quand t'es. Ses plus belles années sont derrière lui. Oui, c'est pas lui en vouloir. Il a pris. Il sait répondre certains soirs. Cher quand même. Allez, on va conclure là-dessus. Merci messieurs, Basile Martin, Robin Lecomte, Ewan Maleska, Yves Rapin, Francis Leroux, Bertrand Foy. Il y avait du monde ce soir autour de la table. Merci à Guillaume Colomba et Joseph Pénisson à la réalisation technique. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain, 19h-20h, pour une nouvelle émission du Grand Débrief. Ciao à tous et belle soirée.